de ce forum. Alors, on m'a demandé de présenter thyroïde et diabète. De quoi allons-nous parler? Alors, quel est l'intérêt de cette question? Y a-t-il un lien entre hyperthyroïdie et diabète ou entre hypothyroïdie et diabète? Et quel est le screening que vous devez faire? Alors, l'intérêt de la question, il faut savoir que les désordres thyroïdiens et le diabète sont de loin les endocrinopathies les plus rencontrées dans votre pratique courante. Alors l'ADA qualifie les diabètes secondaires aux endocrinopathies comme des diabètes spécifiques. Il est clair que les thyroïdopathies sont plus fréquentes chez le diabétique comparativement à la population générale. Alors le but du screening, c'est qu'il y a un impact thérapeutique, il y a une amélioration de l'équilibre glycémique lorsque vous identifiez ces deux pathologies et surtout, ça améliore le risque cardiovasculaire. Alors un petit rappel, nous le savons très bien, le diabète de type 1 est une destruction sélective des cellules bêta due à un processus auto-immun, alors survenant sur un terrain génétique de susceptibilité. Il y a une forme particulière du type 1, c'est le diabète LADA, qui est un diabète qui survient à un âge un peu plus que le diabète type 1 classique de l'adolescent. C'est un diabète qui se caractérise par des marqueurs d'auto-immunité, mais quelquefois ne nécessite pas un traitement d'emblée insulinique, mais nous le savons très bien, ce diabète évoluera vers l'insulinoréquérence. Donc c'est un diabète qui a un substratum auto-immun identique au diabète de type 1. Alors quelles sont les maladies auto-immunes associées dans le diabète de type 1? De par cette physiopathologie auto-immune, il est clair que dans 30% des cas du diabète de type 1, il y a une association avec d'autres maladies auto-immunes spécifiques d'organes. Par exemple, les affections thyroïdiennes, les thyroïdopathies auto-immunes, surviennent dans un tiers des cas des diabétiques de type 1. Il y a aussi d'autres maladies auto-immunes, telles que la maladie cœliaque, le vitiligo et les gastrites auto-immunes. Le diabétique de type 1 peut aussi présenter des auto-anticorps spécifiques d'organes sans déclaration de la maladie, et là, il évoluera comme la population générale. Dans quoi s'intègre cette association de diabète auto-immun de type 1 avec les endocrinopathies? Alors, il existe 3 formes de polyendocrinopathie auto-immune, la type 1, la type 2 et la type 3. La polyendocrinopathie auto-immune de type 2 est de loin une association la plus fréquente. Alors, elle survient dans un cas sur 20 000. Malheureusement, donc, c'est une nette prédominance féminine et elle se caractérise par l'association de 2 maladies auto-immunes dont l'une touche une glande endocrine. La manifestation initiale, c'est souvent une insuffisance surrénalienne ou un diabète de type LADA, et le diabète peut précéder les autres affections auto-immunes. Alors là, vous avez un tableau récapitulatif des atteintes qu'on retrouve dans la polyendocrinopathie de type 2. Alors vous voyez que l'insuffisance surrénalienne est constante, elle est dans 100% des cas. Les dysthyroïdies sont quand même assez fréquentes dans les PEA de type 2, de l'ordre de 70%, et le diabète survient dans 50% des cas. Dans la PEA de type 2, il s'y associe aussi d'autres maladies auto-immunes, telles que le vitiligo, l'alopécie ou l'anémie de Birmer. Les polyendocrinopathies auto-immunes de type 1 sont, elles, beaucoup plus rares, et dans 20% des cas, elles s'associent au diabète. C'est la caractéristique, alors elle est de survenue très précoce, la polyendocrinopathie de type 1, souvent par une candidose cutaneo-muqueuse, une insuffisance surrénalienne ou une hypoparathyroïdie. Ce tableau récapitulatif des différentes atteintes montre qu'à cette triple association, on peut avoir un diabète de type 1 dans 1% des cas et une dysthyroïdie dans 12% des cas. La PEA de type 3, elle, est beaucoup plus rare et en fonction des atteintes, on les classe PEA type 3A, 3B ou 3C. Alors, deuxième acteur, à part le diabète de type 1, dans cette association thyroïde et diabète, c'est le diabète de type 2. Comme l'a très bien expliqué Dr Barousse, c'est une maladie plurifactorielle où va intervenir une augmentation de la production hépatique du glucose par le foie, une diminution de la captation du glucose par le muscle,
une relative insulinopénie, tout ça associé à un tableau d'insulinorésistance. Après avoir vu les différents types de diabète, alors les dysthyroïdies. De quelle dysthyroïdie allons-nous parler? Alors, en tête de file, la maladie de Basedow, que vous connaissez très bien, qui est due à une sécrétion excessive d'hormones thyroïdiennes due à la présence d'auto-anticorps stimulants dirigés contre les récepteurs de la TSH. Le tableau clinique est évident. Alors, il associe des signes de thyréotoxicose tels qu'une tachycardie, un amaigrissement, une irritabilité, associée à une orbitopathie basedovienne. Il y a dans la maladie de Basedow un éréthisme cardiaque fait de tachycardie, de possible ACFA, d'hypertension, voire, lorsque le diagnostic n'est pas fait précocement, d'insuffisance cardiaque. Le diagnostic de l'hyperthyroïdie est un diagnostic biologique sur l'augmentation des hormones thyroïdiennes et une freination de la TSH. Le marqueur spécifique, c'est aussi les auto-anticorps anti-TSH, les TSI, qui vont signer l'atteinte auto-immune. La scintigraphie va vous montrer une thyroïde hypercaptante. Autre dysthyroïdie auto-immune, beaucoup plus fréquente, c'est la thyroïdite d'Hashimoto. Alors, c'est la pathologie hormonale la plus fréquente. Dans la population générale, elle se situe à 3% chez les hommes et 7% chez les femmes. C'est un syndrome d'hypométabolisme, fait d'asthénie, de prise de poids, associé souvent à une hypercholestérolémie qui peut faire le diagnostic. Actuellement, il est clair que grâce au dépistage que l'on fait très souvent par les prescriptions, l'hypothyroïdie est bien sûr diagnostiquée beaucoup plus tôt, sans attendre d'avoir tous les signes cardinaux de cette affection. Dans la dysthyroïdie, où est-ce que vous avez un hypométabolisme, il y a bien sûr une bradycardie, voire une hypertension, et lorsque le tableau est caractéristique, un épanchement péricardique. Si le diagnostic n'est pas fait, ça évoluera vers le coma myxœdémateux. À côté de ces dysthyroïdies hyper et hypo qui sont cliniques, il y a les dysthyroïdies plus discrètes, ce sont les dysthyroïdies infracliniques. Elles sont de deux types. Alors, il y a les hypothyroïdies infracliniques, dont la définition est la présence d'une TSH élevée par rapport à la limite supérieure à 4, néanmoins avec un taux de FT4 qui est tout à fait normal. Cette dysthyroïdie infraclinique expose quand même au risque d'hypercholestérolémie et d'anomalies cardiovasculaires. L'athérosclérose est fréquente dans la dysthyroïdie, dans l'hypothyroïdie infraclinique, telle que l'atteste l'étude de Rotterdam, qui a été faite sur 1500 femmes d'âge moyen de 69 ans. Alors, 21,5% des femmes qui avaient une hypothyroïdie infraclinique ont fait un infarctus du myocarde. Dans la dysthyroïdie infraclinique, il a été retrouvé qu'il y avait une augmentation de l'épaisseur intima média carotidienne, il y a des anomalies de la fonction endothéliale, ce qui fait qu'il s'agit donc d'un risque cardiovasculaire surajouté. Néanmoins, dans les dysthyroïdies infracliniques, le taux de décès, toutes causes confondues, n'a pas été significativement élevé, ce qui a fait qu'il y ait une controverse quant au traitement spécifique de toutes les hypothyroïdies infracliniques. Il y a l'hypothyroïdie infraclinique et il y a à côté l'hyperthyroïdie infraclinique. Comment elle se caractérise? Elle se caractérise, c'est une définition biologique, par une hormonémie périphérique, une FT3, FT4 tout à fait normale. Néanmoins, votre taux de TSH hypophysaire est freiné, inférieur à 0,1. Alors, c'est l'apanage du sujet âgé qui va se présenter avec des palpitations, des douleurs musculaires, voire des troubles neuropsychologiques. Elle aussi expose à des complications cardiovasculaires telles que la CFA. Les étiologies des hyperthyroïdies infracliniques sont diverses. Ça peut être une maladie de Basedow à sa phase de début, voire un nodule prétoxique ou un goitre multinodulaire prétoxique. Comme dans l'hypothyroïdie infraclinique, l'hyperthyroïdie infraclinique expose à des complications cardiaques. Et elle serait un facteur de risque indépendant de développer une arythmie complète par fibrillation auriculaire. Plus encore, dans l'hyperthyroïdie infraclinique, vous avez une augmentation de la mortalité cardiovasculaire chez le sujet de plus de 60 ans. Là aussi, le traitement doit être évalué et il dépendra de l'étiologie, de l'âge et des facteurs associés cardiaques. Alors, nous avons vu les différents acteurs de cette association. On a le diabète d'un côté et la thyroïde de l'autre. Mais quel est l'effet des hormones thyroïdiennes sur le métabolisme glucidique? Alors, nous le savons, les hormones thyroïdiennes, ce sont des hormones qui augmentent le métabolisme de base,
elles sont dites hyperglycémiantes. Pourquoi? Parce qu'elles accélèrent l'absorption intestinale du glucose, elles augmentent la libération du glucose à partir du glycogène, elles s'opposeraient à l'action de l'insuline au niveau hépatique et augmenteraient la néoglucogénèse, mais elles stimulent l'utilisation périphérique donc, du glucose au niveau du tissu musculaire et adipeux, et elles stimulent aussi la lipolyse. C'est un effet qui reste complexe, qui associe des effets antagonistes et synergiques de l'insuline, mais au total, les hormones thyroïdiennes sont des hormones hyperglycémiantes. Dans l'hypothyroïdie, vous allez avoir donc une diminution de la production hépatique de glucose, les effets inverses font que dans l'hypoglycémie, nous avons beaucoup plus une tendance à l'hypoglycémie. Passons donc à cette association, hyperthyroïdie et diabète. L'hyperthyroïdie est associée dans 30 à 60% des cas à une intolérance au diabète. Ça veut dire que lorsqu'un malade fait une hyperthyroïdie, il risque de faire dans 30 à 60% des cas une intolérance. L'hyperthyroïdie peut induire un diabète dans 2 à 4% des cas, mais en général, ce qui est plus fréquent chez les diabétiques, c'est que la survenue de l'hyperthyroïdie va induire un déséquilibre glycémique, voire elle peut même donner un tableau de cétose. Mais en général, lorsque surviennent ces anomalies glycémiques, il y a un terrain prédisposé tel que des antécédents familiaux de diabète, une obésité ou peut-être un diabète qui était méconnu. Alors, quelle est l'épidémiologie de cette association dysthyroïdie, thyroid dysfunction et diabète? Alors, je me suis inspirée de cet article de Raghu Kadiala qui a rapporté donc les différentes prévalences de ce dysfonctionnement thyroïdien chez les diabétiques. Plusieurs études ont été répertoriées. On voit que le nombre de malades est variable. Nous notons juste l'étude de Perros qui a été faite sur 1300 patients diabétiques type 1 ou diabétiques type 2 qui a retrouvé un pourcentage de 13,4%. Alors, les études aussi sont variables quant au type de diabète étudié. Il peut s'agir, comme dans la première, de diabète de type 1 ou de diabète de type 2, ou voire les deux, comme l'a fait Perros. Alors, quelle prévalence? Selon Kadiala, la fréquence de cette association serait de 11%. Selon Perros, donc c'est une fréquence de 13,4%. Elle serait élevée jusqu'à 31% chez les femmes diabétiques de type 2, contre beaucoup plus faiblement 6,9% chez les hommes. En Arabie Saoudite, ça a été évalué à 16% et en Grèce à 12%. Alors l'association diabète de type 1, thyroïdopathie auto-immune. Il est clair que le patient diabétique de type 1 va plus faire la maladie de Basedow, voire la thyroïdite de Hashimoto, et chez la femme, une thyroïdite du postpartum, souvent s'associant dans l'une des polyendocrinopathies auto-immunes que l'on a vues. Alors, selon Perrault, l'association hyperthyroïdie et diabète a une incidence de 1%. Donc, 1% des diabétiques risquent de faire cette hyperthyroïdie contre 0,3% par rapport à la population générale. Alors, la survenue de thyroïdopathie est plus fréquente chez le diabétique de type 1, chez environ un tiers des diabétiques de type 1. Elle est responsable de déséquilibres glycémiques, mais il faut savoir que souvent, chez le diabétique de type 1, le diagnostic d'hyperthyroïdie va errer parce que les signes pour lesquels le patient va consulter, tels qu'une asthénie, une perte de poids, une irritabilité, vont être sous-diagnostiqués et vont être confondus avec les signes de son déséquilibre diabétique. À cela s'ajoute une autre difficulté, c'est que chez le diabétique qui est déséquilibré, il y a souvent un syndrome de base T3. Et donc, on va se dire non, il n'est pas en hyperthyroïdie. Néanmoins, il faut savoir que l'association hyperthyroïdie et diabète est une association qui est explosive car il y a une surmortalité cardiovasculaire et surtout chez les diabétiques âgés, voire en ACF. Alors, quelles recommandations et quel screening? Dans l'association hyperthyroïdie et diabète, je me suis inspirée de cet article faite par l'association italienne, donc d'endocrinologistes et de diabétologistes, avec donc, ils exposent certaines recommandations cas par cas. Alors, qu'est-ce qu'ils suggèrent? Ils suggèrent qu'il faut évaluer la fonction thyroïdienne au cours de la cétose
chez un patient diabétique type 1 qui fait une cétose, il faut rechercher l'hyperthyroïdie. Ils disent qu'il faut être assez prudent car chez ces sujets diabétiques déséquilibrés, il y a une baisse de la FT3. Et donc, il est souhaitable de doser une TSH, voire une FT4. Il suggère aussi d'ajuster le traitement diabétologique chez les hyperthyroïdiens par une intensification du diabète. Et ils le disent, l'hyperthyroïdie et diabète, c'est un groupe de malades à haut risque cardiovasculaire avec un risque d'ACFA, voire d'insuffisance cardiaque. Il n'y a pas eu de recommandation quant à cette association chez le diabétique de type 2, et nous verrons après un tableau récapitulatif qui parlera du diabète de type 2. Alors, hypothyroïdie et diabète, c'est aussi pas mal, donc c'est 5,7% des diabétiques qui feraient des hypothyroïdies. La cause auto-immune, la thyroïdite Hashimoto, est la cause principale qui peut survenir chez les diabétiques. Alors nous l'avons vu, sur le plan glycémique, la survenue d'une hypothyroïdie chez le diabétique va influencer son contrôle glycémique. Il va avoir tendance à s'améliorer, voire il va faire des hypoglycémies. Pourquoi ? Parce qu'il y a une diminution de la translocation des GLUT4, donc il y a une tendance à l'hypoglycémie. Néanmoins, l'hypothyroïdien reste un terrain là où il y a de l'insulinorésistance, attestée par exemple par une diminution de la translocation des GLUT4, qui sont les petites navettes qui vont transporter le glucose, voire par une diminution de l'utilisation du glucose. L'association de l'hypothyroïdie, qui est source d'insulinorésistance, et du diabète aussi, est une association qui est explosive. Quel est le risque cardiovasculaire chez les hypothyroïdiens? Alors, on avait vu tout à l'heure, le diabète expose à un risque cardiovasculaire, associé à l'hypothyroïdie qui, elle aussi, expose à un risque cardiovasculaire. Dans cette association, il y a double dose, donc double risque cardiovasculaire chez cette population hypothyroïdienne et diabétique. Bien sûr, il y a des modifications lipidiques lors de l'hypothyroïdie. On avait vu que les hormones thyroïdiennes sont des hormones lipolytiques. Dans l'hypothyroïdie, en plus, s'ajoutent des anomalies athérogènes telles que l'augmentation du cholestérol, l'augmentation du LDL. Il s'y associe aussi dans l'hypothyroïdie une HTA diastolique, une augmentation des résistances. Il y a un dysfonctionnement endothélial dans l'hypothyroïdie et une épaisseur intima média. Et j'ajouterai que lorsque nous mettons les hypothyroïdiens sous traitement hormonal substitutif, il y a une persistance des anomalies lipidiques. Alors, 2 études ont largement retrouvé ce risque cardiovasculaire dans l'association hypothyroïdie et diabète. Il y a l'étude, par exemple, de Rotterdam, donc là où il y a eu 1149 patients, et elle a conclu association entre hypothyroïdie infraclinique et IDM. Becker, lui, retrouve une corrélation positive entre la TSH et le LDL cholestérol. C'est que plus la TSH augmente, plus vous allez avoir une élévation de votre LDL cholestérol. Il s'y associe aussi une corrélation positive entre TSH, dysfonctionnement endothélial et insulinorésistance. L'hypothyroïdie infraclinique s'associe dans 5% des cas au diabète. Alors, elle est source d'hypoglycémie, de difficulté à perdre du poids et de dyslipidémie. Nous l'avons vu tout à l'heure, l'hypothyroïdie infraclinique a un impact cardiovasculaire qu'il ne faut pas négliger. L'hypothyroïdie infraclinique peut évoluer vers une hypothyroïdie patente, et cela se voit dans 2,6% lorsque les anticorps sont négatifs et un peu plus élevé lorsque le malade présente des anticorps positifs. Alors, quelles sont les recommandations du screening selon les Italiens par rapport donc au diabète de type 1? Alors, ils recommandent que chez le diabétique de type 1 ou chez les sujets qui ont un LADA par exemple, initialement, dès le diagnostic du diabète de type 1, il faut faire un screening par un dosage de la TSH et des anticorps anti-TG et anti-TPO. Ils disent que le screening TSH anticorps anti-TPO doit être renouvelé annuellement si les anticorps sont positifs, et vous devez le renouveler tous les 2 à 3 ans si les anticorps sont négatifs. Il suggère aussi que chez tous les patients qui ont une
thyroïdopathie, autoimmune thyroid disease, surtout chez les sujets jeunes ou qui ont une histoire familiale de diabète de type 1. Il est recommandé de faire un screening du diabète type 1 par la mesure de la glycémie, de l'hémoglobine glyquée, et il préconise de rechercher les anticorps anti-GAD et anti-ICA, qui sont des anticorps que l'on retrouve fortement positifs dans le diabète de type 1 à son début. Bien sûr, nous avons vu les différentes associations des polyendocrinopathies auto-immunes 1, 2 et 3, et les recommandations suggèrent que dans le diabète de type 1, vous devez périodiquement renouveler votre recherche de maladies auto-immunes, que ce soit donc la maladie cœliaque, voire la gastrite chronique, par la mesure des anticorps spécifiques, au moins périodiquement, tous les 2 à 3 années. Donc, autre recommandation, dans le cas où un diabète de type 1 fait des hypoglycémies répétées, il est recommandé de doser la TSH afin de ne pas méconnaître une hypothyroïdie. Chez les patients avec une dyslipidémie, il est recommandé, et nous le verrons après, de ne donner des statines que lorsque vous avez normalisé votre TSH. Nous le savons, il y a une dyslipidémie secondaire, une hypercholestérolémie lors de l'hypothyroïdie. Le traitement doit d'abord concerner l'hypothyroïdie, puis vous allez réévaluer, et s'il y a persistance, il est recommandé d'utiliser les statines. Chez les patients qui ont une hypothyroïdie infraclinique, vous devez rechercher refaire votre TSH tous les 6 mois afin d'évaluer le risque de passage vers l'hypothyroïdie patente. Et dans certains cas, il est recommandé, nous allons le voir dans certaines populations, de traiter les hypothyroïdiens infracliniques. Par exemple, ils le disent s'il y a un goitre ou un désir de grossesse. Ils recommandent d'évaluer en 5, de faire un dosage de la TSH chez les patients qui ont une insulinorésistance, tels que les intolérants au glucose, un diabète, de répéter votre évaluation après avoir restauré une fonction thyroïdienne normale. Alors, femme enceinte et au cours du postpartum. Alors ça, c'est très important. Il faut savoir que chez la femme enceinte, en hypothyroïdie infraclinique, elle a un risque plus élevé de faire un diabète gestationnel. Donc c'est pour toutes les femmes enceintes chez qui le diagnostic d'hypothyroïdie infraclinique est méconnu. Ce sont des patientes qui risquent de faire un diabète gestationnel. L'incidence pendant la grossesse est 3 fois plus élevée chez les diabétiques par rapport à la population générale, surtout pendant le premier trimestre et au cours de la première année du postpartum. Qu'est-ce qu'il recommande chez la femme enceinte? Alors, il recommande de faire une TSH et des anticorps anti-TPO chez la femme qui a un diabétique de type 1, qui va planifier ou qui commence sa grossesse. On le fait, tous les gynécologues le font. Donc, il y a un screening, il y a une recherche de cette hypothyroïdie infraclinique afin de la traiter, car elle expose à des risques avec des cutoffs que l'on connaît très bien, inférieurs à 2,5 au cours du premier et deuxième et 3 milliunités au cours du troisième trimestre. Alors, il suggère aussi de rechercher le diabète gestationnel si cette TSH est élevée, et donc une surveillance régulière. Dans les cas où les patientes ont un taux de TSH normal mais des anticorps positifs pendant la grossesse, le niveau de TSH doit être refait et surveillé même après l'accouchement, 3, 6, voire 12 mois après. Alors, y a-t-il une interaction entre les traitements du diabète et la fonction thyroïdienne? Il faut savoir que pour la metformine, il y a une tendance à la baisse de la TSH sans altération de l'hormonémie périphérique, et il faut savoir que les malades qui sont traités sous metformine, la taille des cancers de la thyroïde chez ces patients a tendance à être un peu plus petite, et donc c'est que du bonus pour la metformine. Les sulfamides auraient un effet goitrigène. Les incrétines, comme on a parlé, Dr Barousse, ne sont pas recommandées chez certains patients qui présentent un CMT, voire une M de type 2. Il n'y a pas d'interaction entre insuline et dysthyroïdie. La seule, c'est de modifier les doses
devant le risque d'hyper et d'hypo. Les bêta-bloquants, quand on utilise des bêta-bloquants dans l'hyperthyroïdie chez le diabétique, il ne faut pas méconnaître l'effet des bêta-bloquants qui risquent de masquer les signes d'hypoglycémie. Les goitres multinodulaires sont plus fréquents chez le diabétique. Néanmoins, le risque de cancer est identique par rapport à la population générale. Il n'est pas recommandé de les dépister chez le diabétique de type 2. Alors ça, c'est un tableau qui va nous donner un peu la démarche que vous devez avoir. Donc, quand on a un patient qui présente un diabète, alors TSH et anticorps, s'il est en euthyroïdie, voilà. Alors, si c'est un diabète de type 2, avec un bilan qui retrouve une TSH supérieure à 2 et des anticorps positifs, annuel TSH. Si tout est bon, il faut faire un screening 3 à 5 ans après. Dans le type 1, c'est annuel. Lorsqu'il y a une dysfonction thyroïdienne, lorsqu'elle est clinique, donc vous allez traiter une hypo ou une hyperthyroïdie. Et lorsqu'elle est subclinique, alors ça dépend. Si on est en hypo ou en hyperthyroïdie infraclinique, il y a des considérations en fonction de l'âge et de la sévérité de l'atteinte cardiaque. Juste, je vous ai mis ce tableau qui parle des différentes recommandations américaines internationales et qui nous donne le screening de ces patients. Alors, vous voyez que dans l'American Diabetes Association de 2009, chez le diabète de type 1, c'est clair. Vous devez faire TSH et anticorps au diagnostic, puis annuellement. Par contre, chez le diabète de type 2, il n'y a pas de spécificité à un screening particulier et je vous remercie.